Rentrée des classes sans problème majeur pour plus de 12 millions d'élèves. Coup d'État manqué en Thaïlande, mais il y a eu des combats dans le centre de Bangkok. Élection serrée en Norvège où le centre droit au pouvoir est menacé par la gauche. Les Français s'habillent cuir, de plus en plus cuir, d'où leur vient cette passion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont rentrés, ils sont tous là, tous en classe. Un peu plus de 12 millions d'élèves ont retrouvé aujourd'hui le chemin des écoles maternelles, primaires et des lycées. Une rentrée sans trop de problèmes cette année, nous allons le voir, mais d'abord, nous avons voulu vivre cette journée parmi les principaux intéressés, les élèves, savoir comment ils s'y sont préparés. Et pour cela, Jean-Luc Mertin s'est allé dans un lycée chic de Paris, Janson de Sailly. Et là, on lui a expliqué qu'il fallait avant tout soigner son look un jour de rentrée et ne rien laisser au hasard. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un look Janson de Sailly. Tout à fait. Un look BCBG, assez clean. C'est des chaussures spéciales, c'est des pantalons qui sont achetés chez tel ou tel magasin. Des gens qui portent un beau blouson de cuir avec de beaux pantalons, avec de jolies chemises marquées, tout ça marqué toujours. De jolies chaussures aussi. Très important. C'est quoi les Weston? C'est des chaussures qui coûtent très cher et qu'on achète avenue Victor Hugo. Il y a eu les collèges, maintenant les Weston, pourquoi pas, c'est possible. Il y a deux sortes de gens, il y a les gens qui achètent les Weston et il y a les gens qui restent devant la vitrine pour regarder les Weston. Vous avez pas de Weston, vous? Non, j'ai pas de Weston, mais c'est aussi bien que des Weston et c'est beaucoup plus costaud. J'ai acheté ça chez Hémisphère, une boutique hyper classe, là, rue de Passy, et j'en suis très content, à vrai dire. Il y a des spécialistes S Weston à Janson de Sailly qui sont capables de reconnaître des Weston à vue. Voilà. Demain, je peux être habillée complètement différemment, oui. Enfin, aujourd'hui, le premier jour, pour faire impression, disons. Est-ce que vous pensez d'ores et déjà faire partie d'une certaine élite? Pas encore, ça viendra. Et votre collier de perles, vous changez aussi? Oui, bien sûr. Ce sont des vrais? Oui, c'est du jade. Mais ça, c'est du top, les petites boules d'oreilles, là. Et voilà. Voilà, ce qui montre aussi qu'ils ont de l'humour, les lycéens. La rentrée a été marquée, comme chaque année, par quelques incidents, pas très nombreux, par une grève également parmi les personnels administratifs et les personnels de service. Beaucoup de cantines étaient fermées aujourd'hui. Et puis une rentrée haute en couleurs dans le petit village de Cireuil, en Dordogne, 127 habitants. C'est le maire qui a fait la classe ce matin à titre symbolique, puisque l'école a été fermée, faute d'un effectif suffisant. Il ne reste que 11 élèves. Le maire leur a fait aujourd'hui la lecture et aussi une leçon d'instruction civique en les amenant ensuite au monument aux morts. Au même chapitre des rentrées insolites, celle d'Andrezay dans le Maine-et-Loire. Cette commune était déchirée l'an dernier par la guerre scolaire parce qu'elle n'avait pas d'école publique et que le conseil municipal refusait d'en ouvrir une. Aujourd'hui, la hache de guerre est enterrée et la nouvelle école a ouvert ses portes à 23 élèves. Les laïcs avaient fait d'Andrezay un symbole, le symbole de l'intolérance des tenants du privé et partant de là, de la justesse de leur combat. Depuis ce matin, on fait dans cette commune du Maine-et-Loire l'apprentissage de la paix scolaire et de la cohabitation. Le chemin qui relie les deux bâtiments de la nouvelle école publique ne longe-t-il pas le mur d'enceinte de l'école privée? 22 enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont donc entrés à 9 h dans l'école publique de leur commune. Ailleurs, ce serait banal. Ici, on n'avait pas vu cela depuis 1959, année de la fermeture de la vieille communale. Pour en arriver là, il a fallu bien des manifestations et un bras de fer jusqu'à l'été entre le représentant de l'État et le maire. Finalement, chacun a fait un effort. Le maire accueille les grands dans son nouveau centre social. L'État a construit le préfabriqué pour les petits. Un préfabriqué solide, faisait-on remarquer ce matin. Et il le faudra, car le provisoire risque de durer. Le maire ne semble pas encore réellement convaincu de la nécessité de construire une école publique. Il y a eu cette année 23 inscriptions ici, contre plus de 300 dans l'école privée voisine.
Il y a aussi pas mal de nouveautés pour cette rentrée, parmi lesquelles de nouveaux bacs professionnels. Le gouvernement veut avoir de plus en plus de bacheliers. Pour le moment, il n'y en a que 37% par classe d'âge. Il en voudrait 80% en l'an 2000. D'où ces nouveaux bacs dans les lycées d'enseignement professionnel. Claude Guénaud a choisi l'exemple de Niort, où des bacheliers en carrosserie vont être formés dès cette année. Dans ce lycée d'enseignement professionnel à Niort, on forme traditionnellement des carrossiers. 500 élèves y préparent un CAP ou un BEP. Or, depuis aujourd'hui, pour 25 d'entre eux, il s'agit aussi d'y préparer le bac, un baccalauréat de carrossier. C'est la grande nouveauté de la rentrée. 5 bacs professionnels réservés aux titulaires du brevet d'enseignement professionnel. Une formation complémentaire de 2 ans dispensée dans les anciens CET. La grande différence avec les bacs de techniciens de série F est que les nouveaux bacs professionnels sont ouverts à tous les titulaires du BEP auxquels ils assurent un niveau de formation plus élevé. La finalité première, c'est l'accès direct au marché du travail, même si l'enseignement général et théorique y tient une grande place. Ce sont des bacs nouveaux, mais des bacs à part entière. Le ghetto, c'est la situation actuelle de l'enseignement technique. Le ghetto, c'est un endroit dans lequel on s'engage et d'autres on ne peut plus sortir. Or, le propre de ces baccalauréats, c'est qu'ils ouvrent la porte à des formations supérieures pour ceux qui le souhaiteront. Ils apportent par rapport au baccalauréat actuel des garanties supplémentaires, garanties d'emploi, puisque ces baccalauréats sont montés étroitement avec l'entreprise, avec la profession. Nous n'ouvrirons pas de baccalauréat sur des créneaux qui ne débouchent pas sur des emplois. C'est en effet en étroite liaison avec les entreprises que ces nouveaux baccalauréats ont été élaborés. Les futurs bacheliers de Niort participeront à des stages chez le carrossier Euliez de Cerizay, à 60 km de là. À la clé, une chance plus grande de trouver un emploi et une revalorisation de l'enseignement technique. Ces nouvelles formations répondent à un impératif de modernisation des entreprises qui ont de plus en plus besoin de personnel qualifié. Le bac maintenant, c'est un minimum. Vous avez vu, ça des robots, vous avez vu, ça des nomenclatures très compliquées. Ces limousines ici, les Renault, sont faites avec des gens qui sont sur du niveau P3. Donc c'est nécessaire de maintenant embaucher des jeunes qui ont le bac. Sur le CAP, ce n'est pas ça de niveau. Maintenant, il faut revenir à des formations beaucoup plus hautes. À cette rentrée, 5 bacs professionnels seulement ont été créés pour une 60aine de classes. Maintenance vidéo et informatique, représentation vente et carrosserie. L'objectif, c'est une 20aine de baccalauréats professionnels et près de 200 000 jeunes diplômés à la fin du siècle. En Thaïlande, le gouvernement a de nouveau les affaires en main. Il a réussi à juguler une tentative de coup d'État conduite ce matin par un groupe de militaires. Mais cela ne s'est pas fait sans violence. Des combats ont eu lieu en plein centre de Bangkok. Ils ont fait au moins 4 morts, dont 2 journalistes occidentaux. Joël Hazard. Les putschistes, 500 à 600 hommes appuyés par 24 chars. À l'aube, ils prennent le contrôle de la radio et des bâtiments militaires dans le centre de Bangkok. Signe distinctif, un foulard bleu. Leur atout, le moment est providentiel pour un coup d'État. En effet, les plus hautes personnalités du royaume, le roi, le Premier ministre, le commandant suprême des forces armées, sont hors de Thaïlande. Les putschistes espèrent rallier à leur action l'armée d'active autour du thème « le marasme économique ». Peine perdue après des heures de flottement, les loyalistes entrent en jeu. Et la bataille s'engage au centre de la capitale. Le putsch n'aura duré qu'une matinée, mais la reprise du pouvoir par les loyalistes va se solder par 4 morts et des dizaines de blessés, des civils pour la plupart pris sous le feu croisé des 2 camps. Ces images sont les dernières tournées par le caméraman de NBC. Il vient d'être frappé de plein fouet. Il a été tué sur le coup, mais sa caméra continue de filmer. La fuite est perdue sous les balles de ses compagnons. Le preneur de son mourra un peu plus tard. Une autre équipe de télévision a pris le relais pour filmer le drame des confrères blessés. Les putschistes, on le sait maintenant, étaient conduits par d'anciens responsables de l'armée. Le gouvernement a mis aussi en cause l'ancien Premier ministre. En fait, c'est la grogne dans l'armée thaïlandaise. Les mesures d'austérité n'épargnent pas les militaires. Sans compter que depuis 1983, depuis l'avènement de la Constitution démocratique, ils n'ont plus leur mot à dire, sinon sur le terrain. Cette tentative de putsch est aussi un événement politique important dans la mesure où la Thaïlande a toujours joué un rôle central en Asie, ce qui s'explique, Gilles Dujonché, par sa position stratégique. En effet, Jean-Jacques, ce pays de 50 millions d'habitants, qui est grand comme la France, occupe, comme on le voit sur cette carte, une position clé dans la péninsule indo-chinoise. Cas unique en Asie du Sud-Est, il n'a jamais été colonisé.
En effet, lors de la constitution des empires coloniaux au XIXe siècle, la Thaïlande servait d'État tampon entre les Britanniques à l'ouest, les Français à l'est. Mais cela ne veut pas dire que sa position n'a jamais intéressé un certain nombre de pays souhaitant utiliser cette plateforme stratégique. C'est ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon, qui était l'allié de la Thaïlande plutôt l'allié du Japon, a utilisé la Thaïlande pour seconder son armée qui opérait en Birmanie contre les Anglais. Pendant la guerre du Vietnam, on a vu, vous le savez, que la Thaïlande servait de porte-avions fixe à l'armée américaine pour les opérations de l'aviation contre le Vietnam Nord et les révolutionnaires indo-chinois. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de base américaine. Mais c'est par la Thaïlande que transitent les armes qui viennent de Chine pour les maquisards khmer qui donnent tant de fil à retordre à l'armée vietnamienne opérant au Cambodge. Autrement dit, la Thaïlande, c'est toujours un pays en première ligne. Ronald Reagan vient d'annoncer des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud pour inciter le gouvernement de Pretoria à renoncer à l'apartheid. Désormais, les ventes d'ordinateurs et de matériel nucléaire à l'Afrique du Sud seront interdites. Les banques américaines ne pourront pas non plus consentir de nouveaux prêts au gouvernement de Pretoria. Cela dit, il faut ajouter que les banquiers n'avaient pas attendu cette interdiction pour suspendre leurs prêts. Ces mesures semblent donc assez timides, même si elles rompent avec la politique suivie jusqu'ici par Ronald Reagan, ce qu'il appelait l'engagement constructif à l'égard de l'Afrique du Sud. En fait, le président américain a battu de vitesse les membres du Congrès qui s'apprêtaient à voter contre son avis des sanctions encore beaucoup plus sévères. Du côté des Européens, les Allemands restent opposés à des sanctions économiques européennes contre l'Afrique du Sud. Leur ministre des Affaires étrangères, M. Genscher, l'a redit aujourd'hui à Luxembourg. Luxembourg, où les 12 viennent de se réunir pour essayer d'améliorer le fonctionnement de la communauté. Il faut dire qu'elle en a bien besoin. Certains pensent même qu'il faut revoir totalement le traité de Rome, signé il y a 28 ans entre 6 pays seulement. De Luxembourg, Jean-Marie Belin. Les Luxembourgeois sont gens pragmatiques. Devant l'énormité de la tâche, réformer l'Europe, ils ont proposé à leurs 11 partenaires une méthode simple et peu propice aux complications. Première étape, définissons ensemble les objectifs à atteindre. Dans quel domaine l'Europe communautaire doit-elle s'étendre? L'inventaire doit être fait d'ici le 1er octobre et pourra comporter des domaines inédits comme la santé, la culture ou l'environnement. Deuxième étape, le choix des moyens. C'est habile, car qui veut plus d'Europe acceptera aussi des moyens de décision plus efficaces. Cela veut dire une limitation sévère de l'unanimité, donc un retour au vote à la majorité et la quasi-disparition du droit de veto. Un contenu à la progression de l'Europe, des moyens d'y parvenir, reste pour la fin le gros morceau difficile qui est la coopération politique. C'est là qu'on parlera de faire ou de ne pas faire. Le grand pas vers l'Union européenne, élaborer un nouveau traité pour créer une véritable politique étrangère et de sécurité commune. Mais chaque chose en son temps, déjà, on voit poindre le débat qui a divisé le sommet de Milan entre ceux comme la Grande-Bretagne qui veulent un aménagement limité du traité, une adaptation, et ceux, presque tous les autres, qui préconisent un remaniement profond, voire un nouveau traité. Les Norvégiens ont voté aujourd'hui pour renouveler leur Parlement. Le scrutin sera très serré entre le centre-droite, qui est au pouvoir depuis 1981, et la gauche travailliste. Le principal thème de campagne a été la redistribution des richesses, puisque l'économie norvégienne est très florissante à cause du pétrole découvert en mer du Nord. Francine Raymond. Si le pétrole a fait la richesse de la Norvège, il n'a pas forcément fait son bonheur. Toute la campagne électorale a tourné autour d'une question: comment gérer les recettes de l'or noir? Le Premier ministre conservateur sortant, Carl Willoch, affiche pourtant un bilan économique largement positif. En 4 ans, l'inflation est passée de 15 à 5%. Le chômage en régression ne touche que 3% de la population. Le niveau de vie moyen n'a jamais été aussi élevé. Le salaire moyen d'un Norvégien est d'environ 9 000 francs par mois. Mais si la Norvège est riche, cela ne l'empêche pas de manquer de crèches. Les listes d'attente pour entrer à l'hôpital peuvent aller jusqu'à 2 ans. Actuellement, 10 000 personnes âgées sont dans l'attente d'une place dans une maison de retraite. En faisant campagne sur les carences de la politique sociale du gouvernement conservateur, la présidente du Parti travailliste, Madame Gro Harlem Brundtland, a marqué des points. Elle accuse le gouvernement de gérer le pays comme un homme d'affaires.
Le pétrole a rapporté 20 milliards de dollars en 4 ans, ce qui n'a pas empêché le gouvernement conservateur de limiter les dépenses publiques. Les conservateurs, eux, ont mené campagne sur la politique de défense et l'appartenance de la Norvège à l'OTAN. Sur cette question, les travaillistes sont divisés. À l'intérieur du parti, les pro-atlantistes s'opposent à un fort courant pacifiste. Un problème important lorsque l'on sait que la Norvège est le seul pays de l'Alliance Atlantique, avec la Turquie, à avoir une frontière commune avec l'Union soviétique. En tout cas, si la coalition sortante reste au pouvoir, le résultat de ces élections sera serré. Les bateliers français sont toujours en grève et le conflit qu'ils ont engagé avec les pouvoirs publics s'est même durci aujourd'hui. Les bateliers, qui en particulier reprochent à la SNCF de leur faire concurrence, ont incendié ce matin une rame de train de banlieue dans la gare de Meaux, près de Paris. Par ailleurs, 10 d'entre eux ont été arrêtés à Rouen à la suite d'une autre action incendiaire. Leur syndicat menace maintenant de frapper encore plus fort désormais si les 10 personnes arrêtées ne sont pas relâchées aussitôt. Le cuir a su nous séduire, le slogan date de quelques années, mais il semble de plus en plus d'actualité. La Semaine internationale du cuir qui vient de s'ouvrir à Paris le prouve. On y trouve toujours des chaussures, des portefeuilles, des canapés, mais surtout de plus en plus de pantalons, de blousons et de jupes. Le vêtement de cuir n'a jamais été à la mode comme aujourd'hui. Pierre Babet a voulu savoir pourquoi et il s'est tourné pour cela vers un psychologue du comportement. Il est partout dans la rue, il descend le long des jambes, jusqu'aux pieds c'était traditionnel, mais aujourd'hui il remonte le long des hanches dans des débordements d'adrénaline masculine et féminine. Une robe de cuir comme un fuseau, mais en look version 85. Pourquoi ? Le cuir 85, c'est un matériau de mode. Oui. Pourquoi en 85 ? Parce que je crois que la société se durcit un peu. Les gens sont plus isolés, s'isolent même. Et le cuir est un moyen de s'isoler, de s'identifier, de trouver une identité. C'est une protection, c'est une double peau. Du cuir donc à toutes les sauces, blanche, mais surtout noire, ou en tout cas très sombre. Pourquoi tant de noirceur ? Oui, le cuir noir, ça a un rapport avec aussi l'isolation. Le noir, c'est la couleur des anarchistes. C'est la couleur des gens qui sont très individualistes. Vous êtes comportementaliste. Vous étudiez le comportement des gens. Y a-t-il un comportement particulier des gens qui portent du cuir ? Oui, on retrouve l'aventurier. Chez l'homme, en tout cas. Chez la femme, il est différent. Chez la femme, ce serait plutôt l'attirance. Ce serait plutôt la drague. Et puis, le port du cuir, c'est assez sensuel. Aussi bien visuellement, et même point de vue odorat. L'odeur du cuir est très très agréable. Vous avez l'impression de séduire davantage lorsque vous êtes en cuir ? Peut-être, oui. Ça plaît aux femmes. On est viril ? Oui. Est-ce qu'on est plus viril avec un blouson de cuir qu'avec une veste ? Je pense que oui. Maintenant, oui. Jusqu'à ce plaisir de toucher et de sentir une peau, quel chemin parcouru depuis que le cuir n'était que la veste du travailleur. De l'égoutier, par exemple, que le cuir ne faisait que protéger sans être le moins du monde, objet de mode. Ah, pourquoi maintenant le cuir est-il un matériau de mode en 85 ? Je crois on retrouve un petit peu cette idée d'isolation. Je crois qu'on vit dans un monde un petit peu solide, un petit peu dur. On a besoin de se retrouver un peu soi-même, de se retrouver un peu chez soi. Et le cuir est un produit qui est souple, qui a un pouvoir tactile extraordinaire, qui a une odeur, c'est important l'odeur du cuir, et qui a un aspect solide de protection. De protection et de séduction. Et si c'était la vraie peau des années 80 ?
Tennis, on peut reprocher à McEnroe son mauvais caractère, mais en tout cas, il ne manque pas d'élégance. Au lendemain de sa défaite contre Lendl dans la finale de Flushing Meadows, il a dit aujourd'hui que Lendl méritait bien de devenir le numéro 1 mondial. Et de fait, tout le monde reconnaît que le Tchécoslovaque a fait un très grand match la nuit dernière, comme s'il avait enfin pu mobiliser tous ses moyens. Dominique Champeau a examiné à la loupe les moments importants de la rencontre. Sur le visage de McEnroe, une grimace. Il vient de rater le coche à 5-2. Clin d'œil du destin vers Lendl, peut-être. C'est en tout cas l'instant où la chance tourne et où Mac s'escrime sur des volées trop basses et des retours trop hauts. C'est l'instant aussi où, titillé par ses démons d'éternel loser, Lendl applique la politique du tout ou rien. Ça marche. Il revient à 5 partout et gagne sans rémission au terme du tie-break. Il va dès lors apporter la preuve qu'un Lendl bien sur ses jambes et à l'aise dans sa tête est pratiquement intouchable. Pour McEnroe, c'est un véritable casse-tête et même le revers du Tchèque, pas toujours fiable, était hier un talon d'Achille très relatif. Touché par on ne sait quel fait, Lendl révélait même des facettes inconnues. Volé, demi-volé, Mac se heurtait au problème insoluble de l'état de grâce. Battu au fond du court, c'est au filet qu'il voulait se donner de l'air, et c'est là qu'il se retrouvait dans le vent. Battu par des chefs-d'œuvre de passing lifté, les reins brisés par des volées trop basses, Mac ne se relèverait pas. C'est là où Lendl, qui nous avait tout montré, afficha ce qu'il avait sans doute de plus précieux, un sourire qui n'a presque pas de prix. Le dollar à la hausse, il a beaucoup monté aujourd'hui et en particulier à Paris. Voyons cela avec Henri Loret. Depuis quelques jours, le retournement du marché est spectaculaire. En Amérique, on veut croire que l'économie s'est engagée dans la deuxième phase de son cycle de croissance et le dollar, pour le moment, s'en trouve tout naturellement dopé. La bourse de Paris a retrouvé son optimisme aujourd'hui grâce notamment au réveil de Wall Street et à la hausse du dollar. Les belles américaines qui s'étiolaient ont retrouvé de belles couleurs et l'indice aussi. À New York, le redressement de la bourse se confirme. Ce soir, tous les blue chips, les grandes valeurs industrielles, sont en hausse et on tend l'oreille aux nouvelles rumeurs d'OPA à la bourse de Wall Street. Le temps demain, encore des nuages, entrecoupés d'éclaircies, toutefois des Flandres à l'Alsace et au Jura. Ailleurs, du soleil et des températures en hausse. Les températures seront encore fraîches le matin, mais l'après-midi, elles iront jusqu'à 25 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 32 dans le sud. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h30 pour une nouvelle édition de Soir 3, mais nous nous retrouverons également dès 19h pour la première édition du journal. Passez donc une excellente fin de soirée. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Rentrée des classes sans histoire et sans incident pour plus de 12 millions d'élèves. Coup d'État manqué en Thaïlande, le calme est revenu, mais il y a eu 4 morts à Bangkok. Élections serrées en Norvège, la droite et la gauche se sont affrontées sur le thème de la répartition des richesses.